Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. A priori oui, normalement les tests sont bons. Donc bienvenue dans cette troisième session de Frugal Agile France pour les conférences de ce soir. La première va être animée par Nicolas Martin qui va nous parler des KPI Agile at Scale de 18h30, c'est-à-dire qu'on a déjà dépassé un petit peu, à 19h30. Cette session il va nous faire son déroulé. Et on va se garder une bonne dizaine de minutes, un petit quart d'heure, pour échanger sur les questions-réponses. Donc, juste pour rappel, parce que je pense que maintenant vous êtes un peu familier de l'interface de Remo, parce que ça fait plusieurs soirs que vous l'utilisez. Vous avez les chats, qui est le canal principal où vous pouvez commenter, partager ce que vous souhaitez librement. Et vous avez surtout l'onglet Q&A qui s'affiche sur votre droite pour les questions-réponses, où je vous invite progressivement à laisser vos questions. Si vous voulez, vous pouvez même voter pour des questions et on traitera de ces questions-réponses en fin de session, si possible priorisées par les votes. Voilà. Juste pour vous dire que la soirée va être entrecoupée de 2 pauses d'une demi-heure, donc de 19h30 à 20h. On reprendra le prochain atelier à 20h et le dernier atelier à 21h30. Je vais laisser la parole maintenant à Nicolas, qui nous rejoint. Voilà. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc j'ai des petits boutons verts là sur mon micro, donc je pense que normalement vous me voyez. Je pense aussi. Oui, on est parti, voilà. Je vois un oui et je vois une main qui se lève, donc je pense que c'est bon. Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre pour cette première expérience en ligne, un peu nouvelle. On s'adapte à la situation. Donc j'ai préparé un support pour adapter mon discours et comme l'a dit Céline, donc je vais discuter pour présenter. En fait, c'est un retour d'expérience sur les KPI agiles qu'on a mis en place chez ManoMano. Et puis durant cette présentation, si vous avez des questions, on les retiendra pour la fin. Donc je partage mon écran. Paf. Ok, donc je le vois là. Et du coup, si je fais quelque chose comme ça. Donc, normalement, je pense que vous devriez voir mon écran. Donc les KPI agiles. La première chose dont je vais parler, c'est une petite définition des KPI agiles. Pourquoi, pour qui. Ensuite, zoomer sur les KPI agiles chez ManoMano et derrière la notion de KPI agile, je vais parler d'une question qu'on se pose beaucoup et qu'on me pose souvent, c'est comment suivre l'efficacité d'une équipe. Ça veut dire quoi efficacité? Pourquoi les KPI? C'est vraiment un retour d'expérience. Moi, je trouve ça très intéressant quand je peux savoir comment font les gens dans les autres boîtes. Et donc, du coup, là, j'en profite pour partager ce qu'on fait chez nous. Donc, je vais vous dire tout ce qui marche pas, tout ce qu'on n'arrive pas à bien faire, et puis tout ce qu'on a prévu de faire par la suite, parce que comme tout n'est pas parfait, on continue de travailler dessus. Donc, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Nicolas Martin. Je suis quelqu'un qui a plutôt un background côté product manager. J'ai commencé à travailler il y a une petite douzaine d'années, plutôt en gestion de projet, un peu à l'étranger, au Maroc. J'ai travaillé chez Radio France sur tout ce qui est application mobile. Ensuite, je suis passé chez Mappy, TIGA, qui était une société de conseil en product management. Et donc, je suis chez ManoMano depuis 3 ans. Je suis arrivé chez ManoMano en tant que product manager. Et depuis à peu près 1 an, je suis j'ai fait une mobilité pour passer sur un poste de coach agile chez ManoMano. Et finalement, ce poste de coach agile, c'était le premier poste de coach agile interne chez ManoMano. Ça s'est transformé aujourd'hui, on a une équipe de 8 personnes qui font de l'agilité chez ManoMano, qui sont des Scrum Masters et 2 coachs. Donc, je suis responsable de cette équipe. Et pour vous en dire un peu plus sur moi, j'ai 40 ans bientôt. Je suis marié, j'ai 2 enfants. On a un lapin aussi, qui est un lapin qui profite beaucoup du confinement, parce qu'on s'est installé dans une maison de campagne et du coup, il a la chance de profiter d'un jardin maintenant. J'aime beaucoup faire du yoga, j'aime bien la BD. D'ailleurs, c'est un peu la thématique de la présentation. Et j'aime bien Brompton. Brompton, c'est un vélo pliant que j'utilise beaucoup. Autant jadis quand je faisais des transports, mais ça reviendra bientôt. Voilà pour moi. Et pour vous dire quelques mots sur ManoMano. ManoMano, c'est une boîte qui a été créée en 2013
Concrètement, c'est une boîte de e-commerce. Souvent, ce que je dis à l'oral pour simplifier ce que c'est Mano Mano, c'est vous mélangez le roi Merlin et puis vous mélangez ça avec Amazon et ça vous donne Mano Mano. Donc, on est une boîte e-commerce 100% en ligne et on vend des produits de bricolage, jardinage en ligne comme une marketplace. Donc, c'est pas des produits nous, on met en relation des vendeurs qui viennent de toute l'Europe avec des clients sur Internet. On est un peu le cas typique de ce qu'on peut appeler la scale-up. Donc, la boîte a été créée en 2013. Il y avait 3 personnes, le truc un peu classique dans un garage des fondateurs. Et puis, tous les ans, ça a grossi, 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 vraiment en mode x2 à chaque fois. Aujourd'hui, on est à peu près 500 personnes en tout. On est répartis sur Paris, Bordeaux et Barcelone. Et pour donner un ordre d'idée en volume, on est une société qui fait il y a 2-3 ans, on faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par jour. Et là, par exemple, avec la situation là de mars-avril, où beaucoup de gens sont allés sur Internet parce que les magasins étaient fermés, on a fait jusqu'à 10 millions d'euros par jour. Donc, en 2-3 ans, sur le business volume par jour, on a fait par exemple x10. Donc, c'est des records exceptionnels. C'est pas comme ça tous les jours, mais ça donne un ordre d'idée des croissances qu'on peut vivre des fois. Et donc, dans ce qu'on appelle les équipes tech chez Mano Mano, derrière le mot tech chez Mano Mano, on va inclure les équipes du produit, de l'UX, de la QA, de l'IT et de l'agile. On est environ 200 personnes. Donc, sur Paris, Bordeaux et Barcelone. Ce qui est pas rien parce que passant sur Barcelone, ça veut dire on a basculé d'une boîte française où tout le monde parle française à une boîte où il faut parler anglais. Et ça a été un vrai changement. Et ça, donc c'est une petite carte pour vous montrer comment est-ce qu'on est organisé en quelques mots et puis aussi d'avoir présenté un peu l'équipe avec laquelle je travaille. Donc on est organisé, alors je vais mettre mon petit pointer là, tac, voilà, on trouve. Donc on est organisé sur le schéma assez classique qu'a popularisé Spotify, on a repris leur vocabulaire, on a des tribes. Dans ces tribes, on a des groupes qui réunissent des feature teams. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, chaque petit carré ici que vous voyez, import, catalogue ou SEO ici, c'est ce qu'on appelle une feature team. Donc ça va être entre 2 et 4-5 développeurs plus un product manager. Et donc nous, côté équipe agile, ce qu'on a fait, comme c'est très flexible et vous voyez, je peux pas couvrir, on n'arrive pas à couvrir toutes les équipes. C'est qu'on a au sein de ces équipes-là de temps en temps des Scrum Master Dev qui sont des personnes qui prennent le rôle de Scrum Master, mais pas forcément à temps plein. Et par contre, moi, dans mon équipe, j'ai des personnes qui sont à temps plein et qui vont couvrir plusieurs équipes, jusque 3, pour tirer les équipes sur l'amélioration continue. Quand il y a des Scrum Master Dev dans leur équipe, les former, les mentorer et tirer tout ça vers le haut. Voilà. Je m'étends pas trop sur l'organisation de l'équipe ou de Mano Mano, parce que c'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite. Et là, je vérifie juste être sûr que je parle pas dans le vide. Ça fait bizarre de parler comme ça. Donc je vérifie juste. A priori, je parle pas dans le vide. Je suis toujours connecté. Donc des KPI agiles, pourquoi, pour qui? Alors, un truc, je vais essayer de pas faire trop d'anglicisme dans la présentation, mais une formule que j'aime bien pour séparer la notion de KPI produit et KPI agile, c'est la notion de quand on veut construire un produit technologique, on doit d'abord se dire do the right thing. Derrière do the right thing, c'est quel est l'objectif à atteindre. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qu'on veut faire réellement. Et ensuite, do the thing right. Ça veut dire une fois qu'on s'est dit c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut atteindre, comment est-ce qu'on l'exécute. En gros, si je continue le parallèle, c'est derrière do the right thing, on va se demander est-ce que notre objectif c'est d'améliorer notre fiche produit pour présenter les produits? Est-ce que c'est d'améliorer notre page de paiement? Ça va se traduire par des KPI. On veut, par exemple, si on améliore notre fiche produit, augmenter le taux d'ajout au panier. Et ça va être des KPI produits. Mais par contre, une fois qu'on se dit qu'on lance dans la roadmap du trimestre le projet de refonte de la fiche produit, il faut qu'on l'exécute, ce projet. Et comment est-ce qu'on mesure la bonne exécution de ce projet? Comment est-ce qu'on mesure la bonne exécution, la bonne efficacité des équipes qui vont vraiment écrire le code là-dessus? C'est la partie que chez nous, on appelle plus les KPI agiles. Et on va retrouver des choses comme le cycle time, le burn down, des éléments sur lesquels vous êtes au courant.
Et les deux sont très importants. Après, là, pour prêcher un peu mon sujet d'aujourd'hui, je cite une citation de John Doerr qui disait les idées sont faciles, mais les exécutions et tout. Tout le monde a plein d'idées. Tout le monde a plein d'idées de trucs à faire sur Internet qui sont géniales, mais de les exécuter rapidement de manière la plus efficace possible, donc d'avoir le meilleur time to market, c'est souvent la clé d'une réussite, quoi. Et donc là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ouais, je me suis amusé avec des petites animations. J'espère que ça passe bien sur votre écran aussi. Alors, pour quelle utilité et pourquoi est-ce qu'on a mis en place ces KPI agiles? Ça, c'est vraiment un truc qui est important. On va en reparler ensuite. Un truc qui est un peu sous-jacent derrière les KPI agiles, c'est que c'est pas quelque chose qu'on fait pour le manager pour avoir du reporting et pour dire qu'il travaille bien, qu'il travaille pas bien. Je casse tout de suite le sujet. Et donc, sans cesse, en fait, il va falloir être pédagogique et expliquer quand on met en place des KPI pourquoi est-ce qu'on le fait et pour qui. Et en fait, il faut pas non plus dire que c'est que pour les équipes, que pour les développeurs ou les personnes qui codent. C'est pour plein de populations différentes. Et donc là, celle que je mentionne, c'est ça va être pour les équipes, parce que l'équipe en elle-même, une équipe qui au quotidien travaille sur un sujet, elle a besoin de savoir si elle atteint ses objectifs, elle a besoin de savoir si elle est efficace ou pas. Et c'est en mettant en place souvent ces KPI-là qu'elle peut prendre conscience d'un problème. Quelque chose qu'on se dit souvent, c'est qu'on ne peut pas s'améliorer si on n'est pas capable de mesurer. Je ne suis pas capable de savoir si j'ai résolu un problème si je suis pas capable de mesurer ce problème-là. Donc c'est vraiment important. Et concrètement, là, on peut parler de KPI comme le pourcentage de dette technique ou le burden pour vérifier si on va atteindre nos objectifs. Ensuite, on en a aussi besoin pour les managers. Parce qu'en tant que manager, on est amené à gérer, par exemple, le budget, le recrutement, et on a besoin de savoir, par exemple, une équipe qui va pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait qu'on souhaiterait qu'elle le fasse, bah, ça veut dire qu'il faut rajouter du monde. Ou alors, ça veut peut-être dire qu'il faut lui enlever du travail. Et ces décisions-là, il faut aussi pouvoir les nourrir avec des chiffres. Ça ne veut pas être simplement des décisions qui sont basées uniquement sur des avis et des opinions d'individus. Il faut mettre des chiffres là-dessus. Donc ça, ce serait pour les managers, par exemple. Ensuite, pour les coachs et les Scrum Masters, donc dans notre cas, les coachs et les Scrum Masters ne travaillent pas sur une seule équipe, mais sur plusieurs équipes. Donc ce qui est intéressant derrière des KPI, c'est qu'ils vont pouvoir, par exemple, détecter des patterns communs. Quand une équipe a un problème, par exemple, donc je reprends l'exemple de la dette technique, si on se rend compte que ce problème de dette technique, il touche toutes les équipes de la même tribe, bah, du coup, le problème, il n'est pas dans l'équipe, en fait. Il est au-dessus de l'équipe. Il est dans l'architecture du système, ou alors il est dans la manière dont on onboard l'ensemble de ces équipes-là. Enfin, ça doit nous donner des idées pour savoir où, à quel niveau se trouve ce problème-là. On peut aussi servir des KPI pour former, éduquer. Et encore une fois, comme je le disais, pour mesurer les actions en cours. En tant que coach et Scrum Master, on a souvent un ensemble de sujets qu'on souhaite améliorer. Et un bon moyen de savoir si on atteint les objectifs, bah, c'est la mesure et notamment via des KPI. Et enfin, une population qu'il ne faut pas oublier, c'est, alors là, dans notre cas, nous, on va parler d'investisseurs, mais ça peut être les actionnaires de la boîte. Il ne faut pas non plus se mentir. Les actionnaires de la boîte, quand l'année dernière, il y a 6 mois, on a dit il faut créer 2 équipes, il faut embaucher 10 personnes. Ils ont embauché 10 personnes et après, ils nous disent, ils ont des questions très brutes. Hein, c'est ah oui, mais avec ces 10 personnes, on a sorti quoi? Bah, la question elle peut être un peu brutale comme ça, mais il faut se mettre à leur place et il faut pouvoir donner des réponses là-dessus. Donc, on peut par exemple avoir des choses qui sont très fermées, mais des choses comme le nombre de mises en production. Ça veut rien dire parce qu'un nombre de prises en production tout seul, ça veut pas dire qu'on améliore la qualité du produit, mais c'est un ensemble c'est des choses c'est une question qu'on peut pas se permettre d'ignorer en fait. On a recruté des développeurs et donc ça a eu quoi comme impact sur la force de travail globale. Donc voilà, donc on a tout cet ensemble de questions et de populations qu'on garde en tête quand on travaille sur ces KPI-là. Un autre point qui est extrêmement important, c'est que ces KPI tout seuls sont inutiles. Ça veut dire, moi, on va beaucoup se servir des KPI en fait pour aider à la prise de décision ou pour s'en servir comme ce que j'utilise souvent le terme de signaux faibles. Ça veut dire un KPI qui va pas dans le sens où on veut, ça veut pas dire que il faut tout de suite prendre une action et les citer. Ça veut dire qu'il faut euh, mettre en place un cadre, envoyer quelqu'un sur place pour récupérer d'autres informations qui sont beaucoup moins quantitatives, qui sont peut-être plus qualitatives, pour savoir
exactement quel est le problème. En gros, pour moi, le KPI, c'est vraiment un truc qui clignote, le KPI qui est pas dans un bon sens et qui va me dire, OK, là, il y a un truc qui va pas, va chercher par là, quoi. On va chercher par là. Et donc, ça ne doit pas être un outil de décision tout seul. C'est-à-dire, je pense qu'on peut avoir ça notamment dans des plus grosses boîtes où, du coup, il y a beaucoup d'équipes, etc., de se dire, ah bah, au niveau manager, en pyramidal, ils ont des KPI et ils dirigent la boîte avec du reporting de KPI. Ça, pour moi, c'est un anti-pattern qu'il faut absolument éviter. Euh, Pareil sur la logique il faut pas s'en servir pour mesurer la performance des équipes ou des individus parce que ces KPI-là, ils vont complètement nier l'ensemble du contexte. Typiquement, si je regarde que les KPI, je vois pas qu'il y a eu le Covid. Je fais pas la différence entre quelqu'un qui a vécu le Covid et le confinement dans son jardin en pavillon très bien et une équipe où en fait dans l'équipe ils sont tous parents d'enfants, ils avaient aucune garde ou autre. Donc voilà, donc ça peut pas être un truc qui doit être tout seul. Et ça c'est vraiment important de se le dire et de l'avoir bien en tête et de le répéter sans cesse. Enfin, tout change. Euh, les KPI doivent s'adapter au contexte organisationnel. Donc là, par exemple, moi, je vais vous présenter nos KPI. C'est sûrement pas ceux qui vont marcher chez vous, parce que ça dépend de votre organisation, ça dépend de votre contexte et de votre histoire. Par contre, des questions qu'on peut se poser pour savoir si on a les bons KPI, on a identifié 4. La première question, c'est de se dire quand est la dernière fois que vous avez modifié un KPI? Si ça fait chacun a une relation au temps un peu différente d'une boîte à l'autre, mais en gros, si ça fait 1 an, 2 ans, vous êtes sur les mêmes KPI, selon le contexte dans lequel vous êtes, c'est bizarre. Ça veut dire que ça fait 1 an, 2 ans que vous avez les mêmes priorités, que vous travaillez sur les mêmes sujets et que rien n'a changé. Pour moi, ça pose question. Pareil, c'est quand la dernière fois que vous avez utilisé vos KPI pour prendre une action ou mesurer une action? Si ça fait en fait, vous savez, la réunion du reporting où tout le monde regarde les chiffres et se dit ah c'est bien, ah c'est pas bien, et puis en fait il n'y a pas d'action, il n'y a pas de décision. Si c'est devenu ça depuis par exemple 6 mois, c'est que c'est pas les bons KPI, c'est que ça sert à rien en fait. Donc il faut sûrement les changer ou les adapter. Euh, Pareil, quelle est la dernière fois que grâce à la revue d'un KPI, vous avez pu identifier un échec ou un problème? Euh, Ça, c'est important. Si vous regardez sur les 6 derniers mois, l'ensemble des difficultés organisationnelles ou de productivité que vous avez eues et que sur ces 6 derniers mois, à chaque fois, aucun KPI n'a réussi à vous aider à l'identifier, c'est que c'est pas les bons. Et enfin, si vos KPI ils sont tout va bien depuis 6 mois, c'est qu'il faut changer de KPI aussi. Ça veut dire que vous avez super bien bossé et que sur les sujets que vous observiez, que vous surveillez, ça fonctionne bien. Mais donc ça veut dire qu'il faut passer à autre chose parce que l'idée c'est que si ça fonctionne bien, peut-être qu'on peut faire mieux quand même. Et donc il faut aller chercher autre chose. Donc ensuite, on va zoomer un peu sur ce qu'on a mis en place chez nous, chez Manomado. Donc pour répondre à la question alors, j'aime bien donc répondre à la question comment mesurer l'efficacité d'une équipe. Enfin, je trouve que ce terme d'efficacité est plutôt bien. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise sur les KPI. Pareil, la notion de comparaison, c'est pas une équipe qui fait bien et qui fait pas bien. C'est pas quelqu'un qui est performant et l'autre qui est pas performant. Donc, je trouve ce terme d'efficacité assez adapté. Donc, pour le mesurer, on a très vite mis en place un outil qui se divise en deux, en fait. D'un côté, des KPI de productivité et d'autre côté, des KPI de bonne santé. Ce qu'on veut défendre, le statut, c'est de dire qu'une équipe, pour qu'elle soit efficace et qu'elle se sente bien, il faut deux choses. Il faut qu'elle soit productive dans le sens, il faut qu'elle ait une vitesse satisfaisante de travail, un nombre de livrables satisfaisants et une qualité, par exemple, on mesure les bugs satisfaisantes, qui soient en lien avec ce qu'attend le client, l'utilisateur final. Donc ça va être des KPI de productivité. C'est plutôt des choses qu'on peut mesurer en quantitatif et qui vont beaucoup sortir de Jira, le fameux Jira. On utilise Jira là-dessus. Mais à côté de ça, on peut pas se baser que là-dessus. Il y a un autre truc, un autre pan des KPI qu'on regarde, qu'on va appeler des KPI de bonne santé ou qu'on pourrait dire de bien-être, qui vont plus être sur du qualitatif. C'est-à-dire qu'une équipe qui fonctionne bien, c'est pas uniquement une équipe qui va vite, qui fait du zéro bug et qui délivre à fond, parce que ça peut être une équipe qui est pas loin du burn-out en fait. Si elle fait, donc, ce qui est important, c'est que l'équipe, il faut qu'elle comprenne sa mission. Il faut qu'elle sache communiquer efficacement avec les autres équipes en externe, qu'elle sache communiquer efficacement en interne, que ce soit pas, vous savez, les fameuses équipes où tout va bien, oui, oui, tout va bien, et en fait, on se dit rien, c'est juste qu'on n'a pas envie de se dire les problèmes ou qu'on n'a pas envie de parler.
On a un certain nombre de critères qu'on suit là-dessus, que je vais vous présenter. Donc, au niveau des KPI de productivité, j'ai laissé le mot anglais là, de delivery, on en suit 5. Le premier qu'on va suivre, c'est le cycle time. Donc, le cycle time, chez nous, on a différents statuts. Quand on crée un ticket dans Jira, quand on le crée, il est en to spec, et puis après, il passe en to do, et puis ensuite, il est en cours de rédaction, donc en cours de code. Puis on le teste, puis on le déploie, et ensuite il est en production. Donc ce qu'on va mesurer, c'est le temps moyen que passe un ticket entre le statut in progress et le statut done. Pour récupérer ce cycle time-là, c'est quelque chose que vous pouvez trouver si vous utilisez Jira directement dans un report que Jira appelle le control chart. Donc c'est un truc qui est un peu sur étagère. On a un deuxième KPI qu'on regarde, c'est le test and deploy time. En fait, on va zoomer sur le cycle time et en fait, on va regarder précisément à partir du moment où on a fini de coder un ticket, quel est le temps qu'on passe pour uniquement le tester et le déployer. Parce qu'en fait, le déploiement, ça va passer par le serveur d'intégration, le serveur de test, puis la production. Et ce temps-là est souvent pas neutre. Et donc, en fait, on va vouloir le mesurer en pourcentage du cycle time. Est-ce que sur un ticket qui en gros, met 4 jours à être développé et à arriver en production. On a mis combien de temps pour le déployer? Est-ce qu'on a mis 3 jours? Est-ce qu'on a mis 2 jours? Et en fait, des fois, on trouve des choses incroyables, quoi. Ça veut dire, en gros, assez souvent, parce que la CI/CD, c'est un sujet relativement qui peut être relativement difficile selon les contextes. On peut passer plus de temps à tester et déployer un ticket que simplement à le coder. Donc ça doit poser des questions. Ensuite, on regarde le pourcent de bugs corrigés. Donc, on va vouloir savoir quel est l'effort qu'ont mis les équipes sur le nombre de bugs, sur la qualité. Donc, ça, concrètement, c'est sur l'ensemble des tickets qui ont été, quels sont le nombre de tickets de type bug qui sont passés à done sur la période retenue. Le quatrième, c'est est-ce que le sprint goal est atteint? Est-ce que l'équipe a atteint son sprint goal, oui ou non? Et donc là, on est plus sur de l'humain. Ça veut dire ça, c'est pas quelque chose qu'on peut récupérer dans Jira. Donc c'est plus les Scrum Masters qui vont réunir cette donnée-là. Et le dernier, c'est le Team Sedou. C'est sur 100% des tickets qu'on avait prévu d'embarquer dans le sprint. Quel est le pourcentage de tickets qu'on a effectivement délivrés? D'accord. Voilà pour les KPI de delivery que nous on suit. Donc pour aujourd'hui, on a une vingtaine de feature teams. Donc la façon dont on fait, c'est que l'ensemble de ces données-là, on les récupère à la main toutes les 2 semaines depuis Jira. Alors quand je dis comme ça, on peut se dire waouh, c'est énorme. Mais en fait, comme on est 8 dans l'équipe, en se divisant les équipes, ça en fait 3. En ayant l'habitude, ça va nous prendre 30 minutes. 30 minutes pour récupérer ces données-là toutes les 2 semaines. Et donc là, un truc que je voulais vous demander, alors je vais voir si ça marche, c'est je vous affiche là un écran et c'est le résultat d'une équipe, de données d'une équipe sur une période. Et j'étais juste curieux si on peut faire un exercice dans le chat. Est-ce que quelqu'un peut me donner une remarque sur ce qu'il voit là dans ces chiffres-là? Sur le cycle time, donc ça, c'est des vrais chiffres il y a pas si longtemps, là, les semaines-là. Est-ce que quelqu'un arrive à identifier un sujet en voyant, est-ce que c'est une équipe qui, pour vous, on doit se poser des questions ou pas de questions en regardant ça? Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose. Je vais repasser dessus. Donc là, en fait, ce qu'on peut se dire sur cette équipe-là, c'est que au niveau du cycle time, j'ai pas de gros problèmes. Nous, on considère que 4 jours sur un cycle time, c'est satisfaisant. Je parle bien de l'étape de je code, je teste, je déploie, je mets en production. Pour moi, une équipe qui ferait tout ça en un jour, limite c'est trop rapide, c'est bizarre, ça veut dire qu'elle a zappé quelque chose, ou ça veut dire qu'elle découpe les tickets de manière trop granulaire et que du coup elle passe trop de temps à découper ses tickets. Enfin, ça me poserait des questions là-dessus. Donc chez nous, 4 jours, c'est un bon ratio. Donc là, on est sur quelque chose de satisfaisant et surtout, c'est stable. En fait. 4, 4, 4, 3,6, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt stable. Donc ça, c'est bien. Après, si je regarde le test et deploy time, je me pose un peu plus de questions. Je suis à 28% là. Déjà, je suis sur des chiffres relativement élevés. Enfin, j'approche quasiment à la moitié du temps uniquement sur le test and deploy time. 35, là, 0,5, 50%. Et c'est pas stable. Donc, ça, c'est plutôt un problème.
J'arrive pas non plus à me dire grand-chose sur les bugs. J'étais à 15, je suis à 9, je suis à 8, je repasse à 15. Sur Spring Goal, on n'a même plus la donnée. Et sur le Team Sedoo, par contre, on est stable. Donc c'est comme ça, en fait, du coup, ce que je voulais vous montrer ici en regardant, c'est que c'est pas tant la valeur qui va être importante aussi que la tendance, en fait. Et là, ce qui se passe, si je passe un peu j'anticipe un peu la suite, c'est que nous, on s'est rendu compte assez vite en mettant en place ces KPI-là que le cycle time était intéressant, mais finalement, on arrivait à quelque chose d'assez stable. Donc, et là, si vous voyez la courbe globale qui descend un peu, donc qui est plutôt positive, ça veut dire on va de plus en plus vite, c'est de plus en plus fluide, mais pas non plus de manière exacerbée. Donc, pour nous, c'est considéré comme positif. On a un Team Sedoo qui est stable, mais qui grimpe, qui va globalement à la hausse. Donc, c'est bien aussi. Par contre, ça pose quand même une question. En gros, quand on dit qu'on veut livrer 3 trucs dans un sprint, on en livre 2 sur 3, 66%. On aurait envie d'aller un peu plus haut, sachant que l'objectif sur un Team Sedoo, c'est pas non plus d'avoir 100%. Enfin, 100%, c'est très facile à avoir. Je mets 3 tâches dans le sprint, j'ai tout le temps 100%. Donc, en fait, là, la cible qu'on va avoir, c'est plutôt 90%, par exemple. Et finalement, les autres données, et genre, alors déjà, le sprint goal, en fait, on s'est vite opposé au fait on n'arrive pas à le récupérer. Et le pourcent fix bug, en fait, la difficulté, c'est j'ai 9% de bugs, ok, mais est-ce que ça veut dire que j'ai pas trouvé les bugs que j'avais en plus, ou est-ce que ça veut dire que j'ai pas voulu faire d'efforts sur ça parce que je voulais livrer plus de features? Enfin, on sait pas trop quoi s'en dire, en fait, là-dessus. Donc, c'était un exemple d'analyse que je voulais partager avec vous. Alors, là, je repasse sur l'autre partie des KPI qu'on suit, ça va être les KPI de bien-être. Donc, les KPI de bien-être, pour les mettre en place, on n'a pas du tout réinventé la roue. Pourquoi? On s'est inspiré d'un article qu'avait publié Spotify il y a quelques temps, qui s'appelle le Team Health Check. Euh, donc, le Team Health Check, le principe, c'est quoi? C'est que l'équipe va s'auto-juger sur un certain nombre de sujets. Elle va s'auto-juger en groupe d'équipe pour se dire, donc j'ai mis ici l'ensemble des sujets qu'on prend. Est-ce que sur les questions d'apprentissage, on a l'impression d'être une équipe qui apprend et qui progresse? Est-ce que sur la mission, on a le sentiment d'avoir une connaissance claire de quelle est notre mission, quel est notre rôle dans l'ensemble de la société? Est-ce qu'en termes de méthode agile, de rituel, on pense qu'on est efficace? Est-ce qu'on a l'impression de délivrer de la valeur? Est-ce que notre code base est saine? Est-ce que c'est facile de déployer? Un autre exemple, c'est est-ce que pour nos players, est-ce qu'on est des pions ou des joueurs, est-ce qu'on a l'impression qu'on est acteur et qu'on a notre mot à dire dans la stratégie de la boîte, dans la roadmap? Donc, sur cet ensemble de questions-là, ce qu'on fait, c'est que c'est un format rétrospectif. Ça va durer 1 heure pour chaque équipe. On le fait une fois tous les 3 mois. Le Scrum Master l'anime. Il pose la question à l'équipe. Comme dans un poker planning, chaque membre de l'équipe va poser une carte pour juger s'il considère que sur ce sujet-là, il est en situation verte, tout va bien, ou alors orange, c'est pas génial, mais on peut vivre avec, ou alors rouge, c'est un problème prioritaire. Et ce qui est hyper intéressant avec cet exercice-là, c'est que déjà, on est sur du ressenti, du qualitatif, donc ça s'oppose vachement au KPI de delivery qu'on a vu avant, et ça donne la parole à l'équipe, et c'est important d'avoir les deux en parallèle. Je parle jamais de KPI agile sans parler des deux, du bien-être et du delivery. Et les résultats, ça donne des choses comme ça. Donc ici, la façon dont on peut lire ce tableau-là, c'est que chaque ligne correspond à une équipe chez nous, et chaque colonne a une question. Donc, par exemple, sur Health Code Base, la question c'est est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de votre code base? Là, sur Easy to Release, c'est est-ce que pour vous c'est facile de mettre en production? Est-ce que vous avez l'impression de travailler assez vite? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir votre mot à dire dans la stratégie? Est-ce que vous avez l'impression que le travail en équipe, que vous faites vraiment, vous vous sentez vraiment intégré dans l'équipe, écouté et que vous avez votre mot à dire? Et est-ce que vous avez l'impression d'être supporté par les équipes support? Les équipes support, c'est des équipes comme la QA, l'UX, les équipes partagées. Et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, c'est un des outils donc, que je suis ravi qu'on ait mis en place. Parce que là, on voit tout de suite des choses qui sautent aux yeux. C'est-à-dire que là, je vous ai mis les résultats de Q4 2019, juste avant Noël, et de Q1 2020. Et le truc, j'espère qu'il vous saute aux yeux, c'est que ce sur quoi on a travaillé entre les deux, c'est ces deux colonnes-là. En fait, quand on a vu Q4 2019, on avait un gros problème sur les équipes de DevOps, SRE, qui étaient en train de faire une migration complète sur AWS. C'était hyper compliqué de mettre en production, les pipelines, etc. Donc, on a mis un gros effort dessus, toute l'équipe agile et d'autres équipes. Et donc là, sur la question, est-ce que c'est facile de release? 3 mois après, j'ai aucune équipe qui me dit
c'est un problème prioritaire pour moi. Et donc pour nous, c'était un point hyper positif. Un autre truc qu'on peut voir ici, qui est hyper intéressant, c'est que sur le teamwork, le sentiment d'appartenir à l'équipe, de communiquer au sein de la feature team elle-même, j'ai aucune équipe qui se pose un problème. Donc ça, c'est des points, c'est un outil hyper intéressant pour mesurer les actions et sur des sujets qui sont qualitatifs en fait, qui sont difficiles à mesurer via des chiffres purs. Donc c'est voilà, c'est cool. Alors les échecs et les difficultés sur la mise en place de ces outils-là. Alors au tout début, quand on a commencé à travailler sur les KPI de delivery, donc ça date d'il y a un peu plus d'un an. Donc déjà, à remettre en contexte, la boîte existe depuis 6 ans. On est une boîte tech depuis tout le temps. Enfin, dès le début, on a commencé il y avait des équipes pour faire du code. Ça fait à peu près ça fait 18 mois qu'on travaille sur le sujet qu'on a commencé à se dire il nous faut des KPI organisés. Ça fait un peu moins d'un an qu'on a réussi à avoir un résultat qui ressemble à ce que je vous montre aujourd'hui. Donc c'est aussi intéressant à avoir en tête comme timing. Donc au début sur les KPI de delivery, donc pour rappel, le cycle time, le nombre de bugs, enfin tout ce qui vient de Jira, on s'est dit c'est génial, on a des gars qui savent faire du code, il y a une API Jira, on va mettre un gars dessus et puis il va nous faire des appels à l'API, on va tout automatiser. 4 mois après, 4 mois après, on avait la compétence, ça, il n'y a pas de doute, mais c'est hyper galère. L'API Jira, on était sur la version cloud, ne permet pas d'avoir accès à l'ensemble par exemple, du cycle time. Le cycle time, si vous voulez l'avoir, qui est pour l'ensemble des projets, que vous fassiez le calcul vous-même. Vous n'avez pas dans l'API une valeur qui s'appelle cycle time. Du coup, c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Et surtout, ce que ça a ouvert la porte, c'est à chaque fois qu'on avait le script qui relançait les données, moi j'étais trop flippé qu'il y a une erreur dans le script et que on commence à juger des problèmes, à mesurer des choses sur des KPI dont j'étais pas certain à 100% de la fiabilité. Donc c'était pas tenable. Et enfin, dès qu'il fallait ajouter une équipe ou modifier un peu un KPI, il fallait repasser sur ces personnes-là qui avaient la compétence en Python. Moi, j'ai pas la compétence de faire ça. Dans mon équipe, on l'avait pas. Et du coup, c'était pas du tout efficace, quoi. Donc, on a perdu beaucoup de temps au début parce qu'on a voulu avancer là-dessus, alors que finalement, en mettant de l'humain, ouais, ok, c'est un peu chiant d'aller dans Jira toutes les 2 semaines et de se dire je vais copier-coller le cycle time. Sauf qu'en fait, moi, ce que je dis à l'équipe, c'est ouais, si vous pensez comme ça peut être chiant, mais en fait, en tant que Scrum Master ou coach agile, d'aller voir les chiffres une fois toutes les 2 semaines, c'est la base, quoi. Enfin, ça fait partie du taf. Et en tant que, on peut pas laisser un algorithme regarder les chiffres tout seul, quoi. Il faut les voir nous-mêmes, hein. Donc c'était un peu le message, c'était un peu si on le fait à la main, au moins on est sûr qu'on va les regarder ces chiffres et qu'on va pas les oublier. Parce que si on a une machine qui remplit le fichier Excel tout seul, ce qui se passe, c'est qu'on risque assez vite de moins le regarder ce fichier. Ensuite, ce qu'on a changé, c'est alors, je vous avais parlé du test et deploy time. Donc, en fait, les statuts de to test, to deploy, c'est sur le serveur d'intégration, sur le serveur de prod, etc. Ça, on a aussi arrêté. Dans l'exemple que je vous montrais, c'était assez fluctuant parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui ne se passe dans Jira n'est pas ce qui se passe dans la vraie vie, en fait. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'un développeur, il va coder son truc. Ensuite, il va commencer à faire une merge request pour l'envoyer sur le serveur d'intégration. Puis il va tester un truc, puis coder. Et puis si c'est le jeudi avant la démo du lendemain, il fait ah oui, mes tickets, hop, il prend les 3 tickets sur lesquels il était en train de travailler depuis 2 semaines et il les passe tous les 3 en tout test, tout deploy, tout done, quoi. Parce qu'en fait, les statuts Jira sont pas mis à jour en temps réel au moment précis où les choses sont faites. Souvent, ce qui se passe, c'est que il y a des décalages, on oublie un petit peu ou on le fait au dernier moment pour X raisons. Donc, c'était pas du tout pertinent de regarder ces chiffres-là. Un autre sujet, c'est sur ce cycle time. Donc, le cycle time, c'est vraiment la partie globale. Chez nous, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est resté assez vite autour de 4, 3,6, 4, 4,2.
Et du coup, on est tombé dans la situation que je disais au début du sujet, c'est que, bah, OK, on s'est mis comme objectif d'être à 4, on est à 4 et donc on fait quoi maintenant? Et bah, donc du coup, il faut qu'on le remette en cause ce chiffre parce qu'on peut pas juste se dire: «Bah, c'est bien et puis, c'est bon, j'ai fini de travailler, quoi». Donc on va le retravailler celui-ci. Enfin, un autre truc qu'on doit remettre en cause, c'est le team C'est-Do. Le team C'est-Do, c'est sur l'ensemble des tickets que vous avez embarqués dans le sprint, quel est le nombre de tickets qui sont effectivement sortis en donne à la fin du sprint? Sauf que ça, dès que vous avez des équipes qui commencent à fonctionner en Kanban, en flux et puis en sprint, bah, ça marche plus. Donc on n'en a pas tant que ça, mais du coup ça marche plus quand on est en Kanban. L'autre remarque, c'est sur les pourcents de bugs. Par exemple, on va dire: «Ah mais cette équipe-là, elle a fait, 50 de bugs dans le dernier sprint. Mon Dieu, il y a plein de problèmes». Bah non, on sait pas. Peut-être que c'est une équipe en fait qui se dit une fois tous les mois, on va faire un sprint focus sur les bugs. Ou peut-être des fois, par exemple, c'est le mois d'août, on se dit bah c'est le mois d'août, il y a un peu des vacances, on va se concentrer sur les bugs. Donc c'est très difficile à juger là-dessus. Et enfin, on a arrêté l'automatisation, on les prend à la main. Ensuite, sur les KPI de bien-être, le Team Health Check que je vous montrais, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait deux items qu'on mesurait au début, qui sont ce qu'on appelle le fun. Est-ce que les gens sont contents de venir au travail, contents de se réunir ensemble, ce qui était un point, je pense, effectivement important, qui est toujours important, mais en fait, c'était tout le temps vert. Donc, pour raccourcir le temps, on a arrêté. Un autre truc qu'on voulait mesurer, c'est la ponctualité. Vous savez, ce truc classique de tout le monde est en retard au stand-up, on commence pas les réunions à temps. Donc, on voulait mesurer ça. Mais déjà, ça faisait trop de questions. On voulait réduire le nombre de questions qu'on se posait. Et deuxièmement, la ponctualité, on pense, enfin, chez nous, ce qu'on a vécu, c'est que c'est pas tant une affaire d'équipe qu'une affaire d'individu, en fait. C'est souvent quand on creuse les problèmes de ponctualité, on va tomber plus sur une notion d'individu qui, pour des raisons de garde d'enfants, d'organisation ou autre, ou de transport, font que donc c'est pas une problématique d'équipe. La difficulté aussi sur le team health check, ça a été de se dire mais c'est quoi le team health check en fait? À quoi ça sert? On a eu des équipes qui ont commencé à nous poser la question. Et donc là-dessus, ce qui est très important, ça a été de communiquer sur déjà les résultats. Tout le monde a accès aux résultats de tout le monde. Alors ça, c'est un truc que j'avais pas dit et qui est hyper important. C'est KPI agile. Tout le monde peut y avoir accès dans toute la boîte. Après, je vous cache pas que donc c'est une réalité. Tout le monde peut avoir accès aux fichiers dans toute la boîte. Maintenant, comme c'est des données qui sont relativement sensibles, parce que je pense que si on n'est pas sensibilisé à la manière de les lire, on peut vite faire des raccourcis qui sont pas bons. Même si la donnée est accessible à tout le monde, elle n'est pas restreinte uniquement au manager ou autre. Je fais pas toutes les 2 semaines mail à toute la boîte pour dire bonjour, les KPI sont à jour. Quoi. Je vais chercher à cibler les personnes dont je sais qu'elles ont suffisamment de connaissances pour savoir quoi en faire, comment les juger. Et enfin, le dernier sujet. Non mais va par maman là, je suis là. Je vais pas. Le dernier truc dont j'ai déjà dit un peu un mot, c'est quand on commence à parler de KPI agile, on va parler de flicage. On va se dire mais est-ce que c'est pas du flicage tous ces KPI? Et surtout quand on se retrouve avec des tableaux où il y a l'équipe A, puis en dessous l'équipe B, puis en dessous l'équipe C, et là ça fait réagir. Donc moi, ce que je réponds là-dessus, il faut sans cesse le répéter, ça se fait pas une fois, c'est que, je l'ai déjà dit, on peut pas s'améliorer sans se mesurer. Et ça, globalement, c'est une vérité assez factuelle, je pense. Et enfin, ce qu'il va falloir, c'est dès que vous commencez à mettre ça en place, c'est dire grâce à cette mesure, voilà ce qu'on a mis en place. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur le Team Health Check et il y avait du rouge sur la rapidité de déploiement. Grâce à la mise en valeur de ce problème-là, on a mis des efforts et ça a permis d'aller dans le bon sens. Vous pouvez aussi dire, grâce à la mise en place de ces KPI, on a divisé l'équipe en deux parce que le scope était trop large, on a rajouté une personne, on a embauché quelqu'un en plus. Enfin, vous voyez, je pense que c'est hyper important de montrer à quoi ça sert en fait derrière. Et donc maintenant, où est-ce qu'on en est? Donc maintenant, ce que je vous montrais, c'est qu'on avait ça, le cycle time, le test and deploy time, et donc j'en ai pas mal challengé dans ce que je vous ai dit là. Et donc là, vraiment aujourd'hui, donc ça date vraiment d'il y a 2-3 semaines, on travaille dessus. On est en train de travailler de nouveaux KPI sur la partie delivery.
Et en fait, ces nouveaux KPI, en fait, ce qu'on veut faire, c'est passer un niveau au-dessus. Ça veut dire, j'ai plus envie de. En fait, le but, c'est, on va plus parler de pourcent de bugs, de sprint goal et de cycle time, parce que selon les populations auxquelles on s'adresse, et même des développeurs, même les gens qui sont dans les feature teams, même les product managers, c'est pas évident. Le team c'est doux, je vous dis le team c'est doux, c'est pas aux yeux ce que ça veut dire. Donc en fait, on veut passer un niveau au-dessus et communiquer directement sur le pourquoi. Donc en gros, on va plus parler de cycle time, on va parler du temps moyen de développement. On va plus parler de là, on a envie de travailler sur le throughput. On va parler de volume moyen de livraison, etc. On va voir. Donc en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est travailler sur ce type de vocabulaire-là. Et très concrètement, sur le cycle time, on va le garder, mais on va plus mesurer le cycle time sur tous les tickets, mais uniquement sur les tickets de type story, pour être concentré sur la logique de nouvelles features. Donc en considérant qu'une US, c'est une story et qu'elle apporte une véritable valeur ajoutée, alors qu'on a un ensemble de tickets qui sont des tâches, des bugs, des defects, des tâches de maintenance, qui sont des choses qui apportent pas un plus dans l'offre business. Donc on veut faire un focus là-dessus. Ensuite, via le throughput, on veut répondre à la question quel est le volume qu'on a sorti. C'est aussi un parallèle à la fameuse question, mais j'ai ajouté 3 devs dans cette équipe et qu'est-ce que j'ai gagné? Du coup, on est censé voir le tuyau qui s'agrandit. On est également en train de travailler pour suivre le nombre de mises en production. Je vous parlais du test deploy time. En fait, ce qu'on va faire, c'est comme on n'est pas capable aujourd'hui, on n'arrive pas efficacement à suivre le test deploy time. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le nombre de mises en production. Le principe, c'est qu'une équipe qui met en production régulièrement, ça veut dire qu'elle peut le faire vite. Qu'elle peut le faire vite. Enfin, le temps moyen de correction d'un défaut, le defect, et le volume moyen de défauts corrigés, donc le nombre de defects. Donc chez nous, les defects, c'est les bugs. Voilà, je suis désolé, j'avais ma fille sur la fin. Donc voilà l'ensemble des sujets que je voulais vous dire. Le dernier mot pour finir sur la réflexion qu'on a aujourd'hui, très récente, c'est que on est aussi en train de se dire qu'on doit plus forcément communiquer sur des KPI agiles, mais sur des KPI globales du projet. Ça veut dire que l'idée, c'est pas de savoir est-ce que l'équipe A, elle fonctionne bien, elle est efficace, c'est de savoir est-ce que le projet, donc chez nous, on a un projet qui est le B2B, c'est de savoir est-ce que le B2B fonctionne bien. Et pour que le B2B fonctionne bien, on a une revue des KPI business, quel est l'impact sur le BV, quel est l'impact sur l'ajout au panier, de dire quelles sont les équipes qui travaillent dessus, quelle est leur efficacité, et là on zoome sur les KPI agiles, de se dire quelle est la qualité, et là on va zoomer sur les KPI plus de l'AQA, parce qu'en fait ce qui se passe aujourd'hui, nous en grossissant, c'est que on voit un biais où on se retrouve à avoir l'AQA, ils ont leur KPI qualité, l'équipe agile a ses KPI agile, le produit il a leur KPI business, et voilà. Donc on travaille aussi là-dessus. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter ce que je voulais vous dire. Merci pour votre attention. Je vais arrêter le partage pour voir si vous avez des questions. Espérons que tout le monde est toujours là. Merci, Nicolas. Un petit câlin peut-être pour cette pitchounette qui est en mute. Qui a l'air un petit peu frustrée. Merci, Nicolas, pour ta présentation. Pendant ce petit câlin, je vous propose à tous, pour ceux qui ne l'ont pas fait, d'enrichir les votes sur les différentes questions posées. Il y a une première qui a 8 votes. On va commencer par celle-ci. Précisez également, pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez monter, entre guillemets, sur la scène, le Super Stage, vous pouvez également, on peut vous inviter à monter, et auquel cas, on aura votre belle primousse à côté des nôtres. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Donc, je vais commencer par la première, sachant qu'elle est anonyme. Les équipes, si tu m'entends, Nicolas, tu t'isoles. Oui, j'essaye de m'isoler. Tu fuis. Je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais ça va. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, première question à 9 votes. Les équipes, qu'elles soient feature team ou tribu, sont-elles libres de choisir les KPI qu'elles jugent pertinents parmi un catalogue de KPI, du coup? Est-ce que certains oui, certains sont obligatoires? Quelle est la politique? Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a donc il y a sur les KPI agiles, donc là je faisais vraiment la différence sur la partie KPI agile. Les KPI que je vous ai montrés là, c'est ceux qui sont considérés comme obligatoires. Ça veut dire en fait,
tout le monde est au courant qu'on les regarde, mais ils sont obligatoires. Donc ceux-là, on les regarde. L'idée, c'est d'avoir Pourquoi est-ce qu'ils sont obligatoires pour toutes les équipes? C'est que si on demande l'avis à chaque équipe, le risque qui peut se passer, c'est qu'on ne va pas avoir les mêmes d'une équipe à l'autre et du coup, ça ne nous permettrait pas de détecter des patterns communs. Typiquement, un exemple que une situation qu'on vit, c'est qu'on a des équipes dans plusieurs bureaux, Barcelone, Bordeaux, etc. Et on peut avoir des cas particuliers dans ces zones-là pour différentes raisons. Et donc, c'était important pour nous d'avoir j'aime pas dire qu'on compare les équipes parce qu'on les compare pas, mais j'ai néanmoins besoin d'avoir des KPI similaires entre les uns et les autres pour voir s'il y a un pattern commun. C'est l'exemple que je vous montre. Si je vois que l'équipe A a un sujet sur le KPI de cycle time et que l'équipe B et l'équipe C aussi et qu'elles sont en fait soit sur le même manager, soit sur le même scope technique, bah, ça me donne un indice de où se situe le problème. Le problème n'est pas dans l'équipe, il est au-dessus de l'équipe, il est global en fait. Donc c'est pour ça qu'on garde ces KPI obligatoires. Et après, par contre, dans par exemple les rétrospectives particulièrement dans les rétrospectives, chaque équipe fait ce qu'il veut, quoi. Nous, on leur demande pas de travail, c'est nous, côté équipe agile, les Scrum Masters, qui nous occupons de récupérer et de mettre à jour ces KPI qu'on juge obligatoires. Pour le reste, chaque équipe fait ce qu'elle veut. Deuxième question. Est-ce que dans vos cycle time, vous considérez la taille des tickets en point de complexité, point d'effort, ou plutôt vous êtes en no estimate parce qu'au final, elles sont bien taillées de la même, elles ont la même taille et à un moment donné, tout estimé, on connaît sa vélocité, on sait ce qu'on peut. C'est une bonne question. Alors, on n'est pas en no estimate, on est effectivement, on fonctionne avec des story points, l'ensemble de nos tickets sont découpés, on fonctionne avec des story points. Par contre, ce qu'on fait dans le cycle time, c'est qu'on prend pas en compte la taille du ticket. On prend vraiment la durée de développement d'un ticket d'un point à un autre. Et donc, ça part effectivement d'un prérequis. Le prérequis, c'est qu'on considère qu'on doit être sur des équipes suffisamment stables pour que la taille d'un ticket d'une période à une autre, en tout cas sur des périodes relativement courtes, soit identique. Et ça, pour le coup, pour que ce soit une réalité, bah là, pour le coup, c'est vraiment le cœur du travail des Scrum Masters et de tous les rituels de refinement. C'est un des sujets sur lesquels on travaille le plus souvent, le plus régulièrement. Donc c'est via ce travail des Scrum Masters qu'on s'assure qu'il n'y ait pas d'un sprint à l'autre des tickets qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Okay. Et après, par contre, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on ne va pas du coup, c'est ce que je disais, on ne va pas comparer, on compare pas les équipes les uns avec les autres en fait. Donc ce qui nous importe, c'est pas de savoir que l'équipe A a un cycle time à 4 jours et l'autre à 6 jours et l'autre à 3 jours. C'est la tendance en fait. C'est vraiment. D'ailleurs, je suis presque limite. Des fois, je suis pas allé jusque là, mais on a commencé à travailler un truc qui serait de pas communiquer sur le cycle time, de dire le cycle time est de 4 jours ou de 3 jours, mais de dire uniquement quel est son écart type par rapport aux 4 derniers mois. Donc, en fait, uniquement de communiquer sur la tendance, elle est à la hausse, à la baisse ou à la stagnation, sans même dire quelle valeur elle a. Okay. Je suis pas allé jusque-là parce qu'il fallait le mettre en place, mais c'est ce qu'on a en tête. C'est une piste en tous les cas. Et juste pour finir sur la taille des tickets, point de complexité, est-ce que vous utilisez, donc là, c'est plus les story points pour les équipes de dev, est-ce que vous utilisez, est-ce que vous utilisez la valeur métier, business value des US que vous embarquez? Est-ce que c'est un item qui est répandu, renseigné dans Jira ou pas vraiment et c'est plutôt difficile? Non, alors c'est pas difficile parce qu'en fait on le fait pas du tout. Du coup, c'est pas difficile. On renseigne que derrière la notion de story point, la valeur, la complexité, l'effort lié au ticket. Pour la partie valeur métier business, on a plus. C'est pour ça que je faisais à un moment la partie sur Dover I Think. On a toute une série de KPI produits. C'est-à-dire, par contre, chaque feature team en fait a des KPI produits. En gros, une North Star métrique et 2-3 KPI secondaires qui, pour le coup, elle choisit individuellement. C'est-à-dire l'équipe en groupe. Alors, la discussion est pas mal portée par le product manager, mais l'équipe en groupe décide de quel va être son KPI produit. Et c'est là-dessus, en fait, qu'ils jugent la valeur business. Donc, ils vont pas juger la valeur business d'un ticket,
Mhm. Ils vont plutôt juger la valeur business de l'ensemble du travail qu'ils font sur un mois, sur 2 mois. Et est-ce que, Sur un comme incrément. on a une logique, comme on travaille sur une seule feature, on a un scope réduit, bah, ça doit, tous les tickets qu'on fait doivent permettre de faire bouger ce KPI qu'on s'est fixé comme objectif sur le trimestre. OK, top. Je vais quand même poser la question suivante pour laquelle tu as répondu, mais je vais la formuler différemment puisqu'elle concernait quelle raison fait que vous avez retiré le fun le critère du fun dans le health check. Donc, tu nous l'as expliqué. C'était toujours ouvert globalement. Et du coup, est-ce que vous servez des rétros ou autres rituels pour quand même veiller au grain et qu'il reste quand même au grain, ouais, pour qu'il reste vert ou en tous les cas s'assurer qu'il ne vire pas au orange voire au rouge? Est-ce Sans qu'on qu'il s'en y rende a compte. moyen de capter cette info? Ouais. Bah, du coup, alors, pourquoi on l'a enlevé? Oui, c'est effectivement parce qu'il restait ouvert et on avait aussi un souci fallait qu'on réduise la durée du workshop, donc fallait en sacrifier un et on s'est dit celui-là parce qu'on n'avait pas d'action dessus. Par contre, effectivement, ce qui s'est passé en parallèle ça date de la fin de l'été dernier, c'est qu'on a un outil chez ManoMano qui s'appelle Jubiwi, Jubiw2E. Et en gros, c'est un outil qui est utilisé par les RH qui, une fois tous les 3 mois et une fois tous les peut-être même 6 semaines, ils envoient un sondage à l'ensemble de la boîte pour poser des questions sur est-ce que vous vous sentez bien dans la boîte, est-ce que vous êtes content de venir le matin, et des fois les questions varient, mais il y a cette notion de mood en fait, de team mood en fait, de bonne humeur. On pourrait dire et un du coup, de qualité de vie au travail, on pourrait dire. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. OK. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'en ayant cet outil-là de l'autre côté, bah, aujourd'hui, une équipe de 8 Scrum Master ou autres qui font qu'ils sont dedans, ces équipes. Si on considère que s'il y a un sujet si ça devient un sujet, on saura, et quitte à le remettre dans le team health check si on se rend compte que ça devient un sujet. Alors, je vais poser une dernière question parce que le chrono tourne. Concernant la gestion des KPI, donc une question de Cyril Caillot, la gestion des KPI agiles est donc centralisée à une équipe transverse, comme tu l'as dit, de 8 personnes, il me semble. Comment les équipes sont-elles néanmoins embarquées dans la mesure et les diagnostics? Donc ça, c'est important, d'autant que ça a lien. Enfin oui, si on n'embarque pas les équipes, ça devient le truc qui est fait pour les managers et donc du flicage et donc on s'en fout. Et donc, c'est le cercle vicieux, quoi. Donc là-dessus, en gros, ça repose encore une fois beaucoup sur les Scrum Masters, c'est qu'on s'impose quasiment tous en tant que Scrum Master, quand on fait une rétrospective, de pas faire une revue reporting de ces KPI-là, mais d'en prendre un. Ça veut dire à chaque rétrospective, on va en prendre un qui est en relation avec le sujet du moment. Il peut y avoir une équipe qui a des difficultés sur la vitesse, sur la dette technique ou autre. Et on va dire, bah, pour info, en ce moment, on sait qu'on a des difficultés là-dessus. Voilà un KPI qui nous sert. Et là, du coup, le Scrum Master va expliquer le KPI, dire pourquoi et lancer la rétro sur cette base de là. Donc, en fait, on se sert des rétros chez nous, c'est à peu près toutes les 2 semaines, les sprints, les rétros. Toutes les 2 semaines pour à chaque fois introduire cette notion-là. Et du coup, c'est comme ça qu'on les… un plan d'action peut-être qui propose des actions un peu smart pour essayer de trouver des… Oui, alors après, dans le cadre de la rétro, du coup, ils mettent en place des actions pour faire suivre le sujet. Mais voilà. Mais c'est vraiment via la rétrospective et via le Scrum Master qu'on introduit cette notion de KPI, qu'on l'explique, quoi. Il faut de l'humain, en fait. On ne peut pas ne pas avoir d'humain. Ça veut dire le truc par exemple, le truc impossible, enfin pas impossible, mais pour moi qui serait horrible, c'est le fichier spreadsheet qui se met à jour, qui part par mail ou autre, et ou qui est consultable comme ça, et il n'y a personne pour rien t'expliquer à part la petite légende en haut à gauche. C'est genre, c'est le début de la fin, quoi. Il y a un certain temps, dans une autre vie. Et dernière petite question, alors là, c'est moi qui la pose. Est-ce que vous pensez avoir beaucoup de turnover au sein de votre boîte? Et est-ce que vous êtes constitué plutôt, pour bien cerner le contexte, plutôt d'internes ou pas mal de prestataires qui potentiellement peuvent tourner? Parce que accompagner, réexpliquer, faire en sorte que la vélocité, un minimum, soit maintenue et qu'on n'ait pas des encéphalos, le turnover y est pour beaucoup? On n'a pas beaucoup de turnover. Alors, pardon, 2 questions. On n'a pas beaucoup de prestataires, ça veut dire aujourd'hui,
pas beaucoup, tout est relatif, mais on va dire 5% de notre capacité. Après, c'est assez variable. On a pu monter jusqu'à 15-20%, mais il y a 6 mois, revu la vague, réinternaliser ces postes-là parce qu'on avait la volonté de capitaliser sur ces individus, en fait, sur ces personnes-là. Donc ça, c'est pour la question sur les prestataires. Et après, pour ce qui est, moi, je vois l'idée, c'est le fait d'ajouter, enlever des prestataires, etc. Du coup, c'est un pack à vélocité. Oui, c'est un sujet. En fait, ça, c'est un sujet chez nous, d'autant plus que je vais encore plus loin, c'est que je suis même plus à l'étape de ajouter, enlever des gens dans les équipes. C'est que j'ai des équipes qui pop nouvelles ou autres assez régulièrement, parce que on a un taux de croissance très fort et que du coup, on a souvent des équipes qui arrivent qu'on ajoute, quoi. Donc, en fait, ce qu'on va faire pour je sois plus clair parce que je me rends compte que ma réponse n'est pas très claire, c'est que quand on a besoin d'ajouter de la force de travail, en fait, on va pas forcément chercher à rajouter des personnes dans des équipes déjà existantes. On va créer un nouveau scope d'une nouvelle équipe et on va réduire le scope d'une autre équipe et du coup, ça va faire une nouvelle équipe. Et on va essayer de la stabiliser à fond. Et du coup, en fait, la nouveauté est sur la nouvelle équipe et on essaye de pas toucher aux autres équipes. Parfait, super. Merci Nicolas pour cette première conf de la soirée. Merci à vous. Il y avait pas mal d'autres questions. On essaiera peut-être d'y répondre via d'autres canaux que là, on s'est pour respecter le timing. Tu vois, ça sonne. Et voilà. Ok, ça marche. Merci à tous. On se retrouve. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, à 20h. Je vous propose une petite pause. Et puis, à tout à l'heure. Et merci à toi, Nicolas. Au revoir. Ok. Au revoir.